Federer n'a pas de mental. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. 24 défaites en ayant raté des balles de match. Ce goût prononcé pour les presque victoires, c'est le Serbe qui en a le plus profité. On se souvient tous du drame de Wimbledon, mais Djokovic lui avait déjà fait le coup à l'US Open. Mais est-ce suffisant pour affirmer que le Suisse est faible mentalement? Eh bien non. On dit souvent qu'un joueur a du mental ou qu'il en serait dépourvu, comme si la réponse était binaire. Mais la réalité est plus complexe. Roger Federer est déjà revenu d'entre les morts pour s'imposer sur le fil. La dernière en date est à l'Open d'Australie 2020, où il a écarté 7 balles de match. Le sport, c'est de l'émotion. C'est l'équipe de France, championne du monde. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. La victoire de Pierre Gasly. Accélère! Accélère! Le titre de Noah. Mais l'émotion est aussi un piège. Pour comprendre et analyser, il faut aller au-delà. Troquer la chaleur de la passion contre la froideur de la raison. Pour déterminer si le Suisse possède un mental en mousse ou en acier, nous allons essayer de chiffrer cette notion abstraite qu'est le mental, à travers sa gestion des balles de break. Est-ce que Roger Federer les convertit? Spoiler, pas trop. Et son ratio en tie-break est lors des sets décisifs. Un set décisif, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le dernier set d'un match, que ce soit le 3e ou le 5e, en fonction du nombre de manches à remporter lors de celui-ci. La méthodologie est la suivante. Nous allons observer plusieurs statistiques de Federer, mais pour pouvoir les analyser correctement, nous devons les comparer avec celles d'un autre joueur. Tout naturellement, j'ai choisi un de ses rivaux. J'avais le choix entre Rafa et Djoko. Mon choix s'est porté sur le deuxième. Donc nous allons regarder les stats de Federer et celle de Djokovic. La première stat que nous allons observer, c'est celle de Federer qui est à 64,4% en carrière de sets décisifs remportés. Toutefois, comparé à Djokovic, c'est bien inférieur, lui qui est à 72,9%. Mais le bas blesse pour le Suisse, c'est en réalité quand on prend les matchs uniquement contre le top 10, il passe en dessous de la barre fatidique des 50%. Ça veut simplement dire qu'il perd plus d'un set décisif sur deux face au top 10, alors que Djokovic, lui, reste à un très bon ratio de 67,6%. Et en demi-finale de Grand Chelem, c'est la dégringolade pour le Suisse qui est à 37,5%. Il perd 2 fois plus de 5e set qu'il n'en gagne en demi-finale et finale de Grand Chelem, là où ça compte, tandis que Djokovic, lui, est un monstre absolu dans cet exercice, avec 15 victoires, 3 défaites. Et lorsqu'il s'agit des finales, il a même un ratio de 5 victoires pour une unique défaite. Comment expliquer cette différence entre le Suisse et le Serbe? Est-ce qu'on peut l'imputer exclusivement au mental? Eh bien non. Federer et Djokovic, je vous apprends rien, ont des jeux diamétralement opposés. Nous avons d'un côté Federer, une sorte de sprinter qui joue de manière très agressive avec une attaque à outrance. De l'autre côté, nous avons le Serbe, qui est une sorte de marathonien, très endurant, qui va étouffer l'adversaire par sa longueur de balle et sa capacité à toujours faire jouer un coup supplémentaire à son adversaire. On comprend tout simplement qu'un jeu est plus adapté au set décisif que l'autre. En effet, quand la fatigue se fait ressentir, il est plus simple de défendre et d'étouffer son adversaire que d'attaquer à outrance, ce qui lui demande une précision et une minutie sur le jeu de jambes que l'on n'a plus après 2, 3, 4 heures de jeu. Évidemment, il y a aussi un caractère mental, mais qui est tout de suite beaucoup plus compliqué à chiffrer. Et dire que cette différence serait uniquement due à un mental friable du Suisse serait un grand mensonge. Mais nous pouvons affiner notre recherche avec la deuxième statistique. Au tennis, certains moments comptent plus que d'autres. Les balles de break font partie de ces points pivots qui font basculer les rencontres. La capacité à claquer une bonne première sur les balles de break, ainsi que de convertir ces rares occasions, distingue les bons joueurs des immenses champions. Nous allons donc observer les balles de break. D'un côté, nous avons le pourcentage de balles de break sauvées. Donc lorsque l'on sert, est-ce qu'on est capable de bien servir, de bien disputer les points pour sauver sa mise en jeu. Et de l'autre côté, nous avons les balles de break converties. Donc lorsque nous sommes en retour, est-ce qu'on est capable de prendre le service adverse malgré les rares occasions que l'on a. Pour intégrer l'aspect mental, étant donné que Federer et Djokovic n'ont pas la même capacité de retour et la même capacité au service, en effet Federer est un meilleur serveur et Djokovic est un meilleur retourneur, juste pour isoler l'aspect mental, nous allons observer une combinaison du pourcentage de balles de break converties et du pourcentage de balles de break sauvées, que je vais tout simplement appeler pourcentage de balles de break remportées. Nous allons encore une fois observer cette statistique de pourcentage de balles de break sauvées à travers tous les matchs disputés en carrière,
ainsi que face au top 10 et en demi-finale et finale de Grand Chelem. Là, encore une fois, où cela compte. Federer a 50,3% de balles de break remportées, tandis que Djokovic, lui, est à 52,2%. La différence peut paraître faible, mais en réalité, elle est immense. En effet, Fabrice Barrault, le statisticien mis en avant par Tennis Légende et qui travaille notamment avec Gilles Servara, le coach de Daniil Medvedev, nous apprend que la différence entre Federer et Gasquet serait uniquement de 2% de points remportés en carrière. La phrase que j'utilise tout le temps, c'est que Gasquet, dans sa carrière, a gagné 52% de ses points, Roger 54%. On parle de 2% de différence pour 20 grands chelems. On se rend donc bien compte que 2% de points supplémentaires remportés peuvent avoir un énorme impact sur le niveau d'un joueur et sur sa capacité ou non à remporter des grands chelems. Face au top 10, on voit que Federer est relativement stable et que Djokovic perd quand même 1,2%. En demi-finale, il est à 48,4%, tandis que Djokovic lui remonte à 51,2%. Il y a un écart de 2,8%. On se rend bien compte donc dans ces moments chauds, là où ça compte le plus en demi-finale et finale de Grand Chelem, l'écart se creuse entre les deux. Djokovic gère mieux les moments chauds, les moments importants de ces grandes rencontres. Je pense notamment à la finale de l'US Open 2015, sans doute une des finales les plus sous-cotées entre les deux, qui est pour moi en termes de qualité de jeu bien supérieure à la finale de Wimbledon 2019. Et lors de celle-ci, Federer a joué un excellent tennis, très agressif, notamment avec le Saber qu'il a mis en place quelques semaines auparavant à Cincinnati. Et lors de cette finale, Federer a dominé, hormis sur les points importants, où le Serbe a été impérial et le Suisse friable. En effet, Roger a converti que 4 de ses 23 balles de break. Une calamité, 17% de réussite. Cette statistique est plus révélatrice que celle des sets décisifs, où l'aspect endurance et physique pouvait venir troubler les résultats. En effet, les balles de break peuvent être disputées au premier jeu du match comme au dernier point du match, donc l'aspect physique ici ne rentre plus en compte. On voit bien que Federer gère moins bien ses points charnières que le Serbe. On va regarder une autre statistique tout aussi révélatrice, celle des tie-breaks et des tie-breaks décisifs. Encore une fois pour les tie-breaks, nous allons regarder les stats en carrière versus le top 10. Et enfin, en demi-finale, les finales de Grand Chelem, le Suisse remporte 65,4% de ses tie-breaks. C'est très honorable. Par rapport au Serbe, lui qui est à 64,4%, donc un poil en dessous du Suisse. Le Suisse est à 56,3% de tie-break remportés, tandis que le Serbe lui monte à 69,2%. Ainsi, le Serbe est meilleur sur les tie-breaks décisifs que sur les tie-breaks globaux. Mais cette stat est encore plus révélatrice si on regarde les tie-breaks décisifs face au top 10. En effet, le Suisse dégringole complètement en étant qu'à 38,5% de tie-break décisifs remportés. Même bien que les occurrences soient faibles, 7 tie-breaks remportés pour 11 défaites. À chaque fois, ça se joue sur des matchs charnières. Federer a perdu énormément en finale lors d'un tie-break décisif. A contrario, le Serbe, lui, est à 64,3%. On voit qu'il est constant. Tandis que le Suisse, lui, perd quasiment 30%. Comment le justifier? Là, on peut clairement dire qu'il y a un aspect mental qui entre en jeu. Il n'y a pas que le physique, il y a aussi la capacité du Suisse, plutôt l'incapacité du Suisse, à se transcender lors des moments importants face aux tout meilleurs mondiaux. Contrairement au Serbe, lui qui reste constant et qui ne flanchit pas sur ces moments cruciaux lorsqu'il faut être tueur. À défaut d'avoir un mental en acier, Federer est un artiste des cours. Ce qu'il aime, c'est créer. Pour voir sa dernière innovation, c'est ici. Off balance.